Merci bien, mesdames et messieurs les journalistes. Je crois que, comme vient de le dire votre confrère, nous sommes là ce matin, les 3 députés, honorable Chantal Lahi, honorable Chanou, Sofiat et moi-même, au nom du biais de notre parti. D'abord, nous allons vous remercier pour avoir répondu massivement à notre invitation. Vous savez, depuis quelque temps, il y a le processus électoral qui va conduire à l'élection du duo président et vice-président de la République le 11 avril prochain. Et je ne vous apprends rien. Donc hier, la Sénat a publié la liste provisoire des 3 duos qui ont été retenus des 20 candidatures déposées. Je crois que c'est le lieu de féliciter la Sénat et de faire constater le bon fonctionnement des institutions de la République dans notre système démocratique. Et aussi de se réjouir, le Bloc républicain se réjouit que parmi les 3 duos dont la liste provisoire a été donnée hier par la Sénat, nous avons le duo de notre candidat, Patrice Talon et Tchabi Talata, qui ont été retenus. Ça fait la fierté. Nous manifestons cette joie-là et nous voulons une fois de plus féliciter donc la Sénat pour ce bon travail qu'il a fait et qu'elle a fait. Je crois que dans notre pays, nous avons engagé ce processus démocratique depuis 1991, après notre conférence nationale de 1990. Et depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, nous constatons aisément que les institutions de la République dans notre pays fonctionnent correctement et que nous avons, depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui, l'alternance au sommet de l'État de façon pacifique et le bon fonctionnement de notre système démocratique. Je crois que c'est une bonne chose, on doit s'en féliciter. Et je voudrais, particulièrement au nom de mes collègues, vous remercier, vous les journalistes, qui, de façon inlassable, vous relayez les informations sur le fonctionnement de ces institutions et les fonctionnements donc de la vie politique de notre pays. Mais depuis 2016, nous avons commencé un régime, un mandat du président Talon avec ces grandes réformes. Et je crois qu'avec ces grandes réformes, nous avons toujours des institutions de la République qui accompagnent ces réformes et qui fonctionnent correctement. Et nous avons des tests. Aujourd'hui, le BR veut se prononcer sur quelques polémiques qui apparaissent et qui commencent par même fatiguer notre peuple. Parce que certains compatriotes qui se disent opposants donnent des informations au peuple de façon biaisée pour distraire le peuple et rendre confus dans la tête de nos concitoyens. Nous, en tant qu'hommes politiques, en tant que parti politique, nous avons le devoir donc de se prononcer, de donner notre part de vérité, d'exprimer notre opinion et de rétablir la vérité par rapport à tout ce qui se fait dans le pays sur certains nombres de questions. La question du parrainage, on va se prononcer là-dessus. La question donc de prolongation du mandat, nous allons donner notre part de vérité par rapport à ça.
et d'autres que vous souhaiterez donc nous poser des questions. Chers journalistes, je crois que vous savez bien que dans un système démocratique, c'est quoi la démocratie? C'est un mode de gouvernance où le peuple souverain choisit d'élire ses dirigeants à travers les urnes. Parce que vous connaissez bien, même si on est jeune, vous connaissez l'histoire de notre pays. Mais aujourd'hui, depuis 1990, nous avons choisi de façon souveraine. Donc, notre peuple a choisi qu'il faut que désormais, que ceux qui vont diriger notre peuple soient choisis à travers les urnes. Et que le fonctionnement régulier de l'État, de la République, soit fondé sur des tests, sur des lois. Et il y a des institutions de la République qui vont fonctionner, qui ont leur rôle à jouer. C'est comme ça, la Cour constitutionnelle, l'Assemblée nationale, la Haute Cour de justice, la Cour suprême, le gouvernement, la présidence de la République. Donc, c'est les différentes institutions de la République qui sont fondées, dont leurs fonctionnements sont fondés à partir des tests. Ce qui fait que ces tests-là sont adoptés par une institution qui a les prérogatives. Je voudrais que vous compreniez qu'en 1990, notre pays a choisi, le peuple souverain, a choisi un pouvoir de représentation. Ça veut dire quoi, le pouvoir de représentation? Ça veut dire que notre peuple s'est doté d'une constitution qui dit que désormais il aura des élus qui vont le représenter, à qui il va confier la souveraineté pour jouer le rôle à sa place. Ce qui fait que, au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons le rôle de représentant du peuple. Si vous lisez l'article 4 de notre Constitution, c'est clair que le peuple souverain a donné son pouvoir de représentation, de souveraineté, à un pouvoir de représentation, ou par référendum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas réunir les 11 millions de Béninois que nous sommes aujourd'hui dans une salle pour leur poser la question de savoir qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la loi que nous allons faire? Qu'est-ce qu'on décide? Et le peuple dit non. Comme on ne peut pas le faire, vous, les 83 députés là, vous pouvez faire ça à notre place. C'est ça le pouvoir de la représentation. Et c'est ça que nous faisons. Donc nous sommes les détenteurs donc, de la souveraineté du peuple qu'il nous a confiée. Et c'est de ce point de vue que l'Assemblée nationale fonctionne en représentant le peuple entier. Donc, mes chers compatriotes journalistes, si on comprend déjà aisément cette fonction-là, qui est dédiée à l'Assemblée nationale de notre pays, et qui fait que nous sommes le pouvoir législatif, nous devons faire des lois. Et quand nous avons commencé depuis 1990, il faut faire des points, il faut faire des évaluations. Nous allons à des élections. Nous reprenons. Nous avons constaté que pendant 30 ans, nous avons fait la démocratie, mais le développement de notre pays ne bouge pas comme cela se doit. Et celui à qui le peuple a confié la responsabilité, donc, de sa destinée pour 5 ans, de 2016 à 2021, a tracé la ligne. C'est la Constitution qui dit ça. C'est à lui de tracer la ligne. Il a dit, bon, mes chers compatriotes, vous m'avez confié le pouvoir, je fais de grandes réformes pour qu'on puisse décoller économiquement, en préservant notre système démocratique. Donc ça veut dire que ces réformes-là, ce n'est pas qu'il va demander à l'armée d'imposer, ou bien à la police d'imposer, mais il faut faire des lois qui vont conduire à régler des problèmes donc, de développement. C'est ce qui est fait.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons constaté que la façon dont nous faisons des élections chaque année, en 2014, on a fait, en 2015, on a fait, en 2016, on a fait, on dépense des milliards. Le président Talon est venu dire, bon, moi je souhaiterais que, au lieu que chaque année que nous faisions des élections et qu'on ne travaille pas là, pendant 7-8 mois chaque année là, regroupons ces élections-là, pour que désormais, qu'on ait ce qu'on appelle année électorale. Ça, c'est une réforme, ça. Cette réforme qu'on a dit, année électorale, ça veut dire que nous voulons que désormais, les 3 grandes élections que nous faisons dans notre pays, élection présidentielle, qui est une élection majeure, élection législative, élection communale, que désormais, que ce soit la même année que nous faisons les 3 élections, et qu'après ça, qu'on se mette au travail. Qu'est-ce qu'il y a de monde? Qu'est-ce qu'il y a là qui n'est pas noble? Donc, ces élections-là qui sont de façon disparate pendant des années, il faut les regrouper en une année. Pour faire ça, mesdames et messieurs les journalistes, on est obligé de décaler des élections. La preuve est que, quand en 2019, on a voulu faire, on a dit, bon, l'élection communale, qui est un mandat de 5 ans, nous avons pris une année de référence 2026 pour dire qu'en 2026, coûte que coûte, il faut que les 3 élections aient lieu. Pour allier ces élections en 2026 en une année, soit on doit diminuer le mandat des maires, ou on va augmenter. Ce qui fait qu'en 2020, on les a élus, donc ils ont un mandat de 6 ans. Or, naturellement, c'est un mandat de 5 ans que vous connaissez. Donc, on a augmenté d'1 an. Les députés, c'est 4 ans. Il faut allier 5 ans. On est obligé de dire, bon, en 2023, on va élire les députés et feront 3 ans. Donc, de 4 ans, on a diminué donc, le mandat des députés à 3 ans. Le président de la République, comme c'est une élection majeure, on a dit qu'on commence en 2021. Comme c'est en 2021 que nous aurons les élections du président de la République, aucun Benoît ne va jamais vouloir qu'on dise, bon, on décale. On dit, bon, en 2021, on fera les élections du président de la République. Mais, pour se conformer à l'alignement en 2026, il faut que le président qui sera élu en 2021 prenne fonction le 4e dimanche du mois de mai. Et en même temps, nous avons prévu qu'est-ce qu'on appelle disposition transitoire pour expliquer que donc le président en exercice là, qui est là aujourd'hui, Patrice Talon, doit pouvoir remettre, si ce n'est pas lui qui est réélu, le pouvoir à celui qui viendra le 4e dimanche du mois de mai. C'est de ça que nos camarades appellent, on a prorogé le mandat, il doit finir le 5 avril. Mais ils ont oublié quelque chose. Et c'est ça que je veux que vous notiez. Le législateur que nous sommes, c'est nous qui avons le privilège de dire dans la loi si la loi est rétroactive ou pas. C'est la Constitution qui nous permet ça. Si une loi doit être rétroactive, c'est à nous de dire. Et on connaît dans les conditions que nous pouvons voter une loi et dire que cette loi-là, ça prend effet pour régler notre problème. C'est ça, les lois-là. Vous savez que quand on vote une loi, il y a une partie qu'on appelle période transitoire. C'est dans la période transitoire qu'on dit ces choses-là pour régler. Donc, le législateur, dans son plein droit, pour dire, bon, comme on veut alléger les mandats, nous avons dit, il faut que le président qui sera élu en 2021 prenne fonction le 4e dimanche du mois de mai 2021. Mais ce n'est pas la 8e législature qui a inventé ça, chers camarades.
En 1990, la constitution dont aujourd'hui on prononce que c'est la constitution de 1990 là. Allez regarder dans son article 158 ou 157. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on a fini, on a installé ce qu'on appelle le Haut Conseil de la République. Le Haut Conseil de la République n'est pas la Cour constitutionnelle. Vous savez ça, non? Mais la loi l'a dit, puisque nous avons voté une loi, dans la même loi, dans la Constitution là, puisque c'est prévu que c'est la Cour constitutionnelle qui doit recevoir le serment du président de la République élu, si cette Cour constitutionnelle-là n'est pas encore installée, n'a pas vu le jour, jusqu'à ce que le président est élu et doit prêter serment, la disposition transitoire de la Constitution de 1990 prescrit, dans son article 157-158, que le président de la République doit prêter serment devant le Haut Conseil de la République. C'est pour régler un problème, non? C'est ça qu'on appelle disposition transitoire. Donc, quand aujourd'hui on me clame que non, la loi n'est pas rétroactive et que le président Talon a prêté serment le 6 avril et qu'il doit partir le 5 à 01, non, c'est pas ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Pourquoi? Parce que la Constitution de 1990 que nos camarades en face prononcent tant a prévu les conditions de sa révision. Et qu'est-ce que la Constitution dit? La Constitution dit ceci. De 1990 là, que pour amender cette Constitution, il y a deux voies. La première voie, le président de la République et son gouvernement peut envoyer un projet de loi pour demander l'amendement de la Constitution. Ou bien sur l'initiative du député, une proposition de loi. Et les conditions de sa révision, c'est que dès qu'on introduit l'amendement de la Constitution, comme c'est prévu par la même Constitution là, si c'est recevable, il faut que les 2/3 de ceux qui constituent l'Assemblée nationale puissent accepter sa recevabilité. Donc 63 députés doivent dire nous sommes d'accord pour l'amendement. Donc c'est recevable. On passe à l'étape d'adoption. On étudie le fond de l'amendement. Dans le fond de l'amendement, on va voir si l'amendement qui est prévu ne remet pas en cause l'intégrité du territoire national, ne remet pas en cause les grands fondements que nous nous sommes donnés. Et après ça, on passe à l'adoption. Et la même Constitution dit, si vous passez ça à l'adoption et que les 4/5 des députés qui sont présents à l'Assemblée, qui sont 83, donc ça veut dire que si 68 députés, faites 4/5, ce que ça donne. Si 4/5 des députés votent l'amendement et adoptent l'amendement, ça veut dire qu'on n'a plus besoin d'aller au référendum. Vous envoyez ça au chef de l'État, vous envoyez ça à la Cour constitutionnelle, elle regarde et le chef de l'État promulgue. Ça devient maintenant la loi amendée de notre Constitution du 11 décembre 1990. C'est ce que nous avons fait, ça. Et c'est ça que nous avons appelé la loi 2019-40 du 7 novembre 2019, qui est une loi qui a amendé la loi du 11 décembre. Nous avons voté la loi et la loi a passé à plus de 4/5. Et le chef de l'État a promulgué. Donc, ceux qui pensent aujourd'hui que cette loi-là n'est pas valable sont en train de tromper le peuple. C'est la Constitution même qui a prévu comment on va la réviser. Et on a suivi les règles établies, et c'est en fonction de ça
que nous sommes arrivés à avoir aujourd'hui la loi numéro 2019-40 du 15 novembre qui portant modification amendement de la loi du 11 décembre 1990, qui est en vigueur. Et c'est cette loi aujourd'hui que nous appelons la Constitution révisée du 11 décembre 1990. De ce point de vue, chers compatriotes, quand une loi rentre en vigueur, nous sommes dans un système démocratique. Et dans cette loi, qu'est-ce que nous avons prévu? Nous avons prévu qu'il faut améliorer la représentation des femmes. La question genre, c'est pas galant ça. Nous avons supprimé la peine de mort. Nous avons dit désormais, il faut qu'on ait une cour de compte parce que dans l'UMOA, les 8 pays qui constituent l'UMOA, c'est le Bénin seul qui n'a pas de cour de compte. On a institué la cour de compte. Dans le souci de préserver la bonne gestion, améliorer la bonne gestion donc des affaires publiques, des finances publiques, puisque la Cour des comptes doit être là comme gendarme. Et c'est ça l'esprit. On a mis dedans. Cette loi est en vigueur dès que le chef de l'État l'a promulguée. Et c'est dans cette loi que quand nous avons déjà dit, nous avons parlé des réformes, on a parlé donc du réforme des systèmes partisans et l'alignement des mandats. Je vais vous expliquer. Et cette constitution-là, révisée, nous devons sortir une nouvelle loi qu'on appelle Code électoral pour se conformer à cette nouvelle constitution révisée. C'est pourquoi nous avons sorti un nouveau code électoral, une loi portant code électoral en République, qui est la loi 2019-43 du 15 novembre 2019. Et c'est dans cette loi maintenant que les nouvelles règles sont. Sinon, l'ancien code, quand on devait aller aux élections en 2016, vous vous rappelez qu'on a dit que pour aller aux élections présidentielles, il faut 250 millions. Je crois que vous vous rappelez très bien. Ou bien vous ne vous rappelez pas. C'est ça. Et c'est cette nouvelle disposition-là qu'on a mis dans le code. Mais tenez-vous tranquille, chers amis. Nous sommes dans un système partisan, nous voulons réformer le système partisan. Un petit pays comme le nôtre, qui a plus de 260 partis pour 11 millions d'habitants. Nous avons dit, désormais, l'argent public, là, il faut qu'on puisse utiliser ça pour construire les routes, pour construire les écoles, pour donner de l'eau aux populations. Qu'il ne faut pas gaspiller ça dans les élections. Qu'est-ce qu'on appelle gaspiller dans les élections? Si on ne peut pas sortir une loi qui va permettre de réduire les candidatures fantaisistes que nous avons, quand on va aux élections présidentielles, le poste de président de la République, c'est une fonction noble. Dans un pays de 11 millions, on veut aller aux élections présidentielles, il y a 45 candidats. Vous pensez que ça, c'est un pays sérieux, ça? C'est ça ce qu'on appelle l'expression de la démocratie, là, où des gens prennent des gens pour aller pour déposer leur candidature. Il faut qu'on finisse avec les plaisantins. Surtout que, dès que vous déposez, on valide votre candidature, l'État est obligé de mettre à votre disposition la sécurité. L'État est obligé donc de faire toutes les dépenses. Regardez, quand on va dire qu'on va faire, par exemple, prenons le bulletin unique, là, qu'on dise que 45 candidats par rapport à 3 aujourd'hui. Où est la différence de millions? Cet argent-là, on peut utiliser ça ailleurs. Et ce n'est pas le Bénin qui a inventé. Ceux-là qui crient aujourd'hui, là, hier, quand ils étaient à l'Assemblée, c'est eux qui ont été d'accord avec le parrainage. Non? Comment même le parrainage là est venu? Ce n'est pas les députés de la 8e législature qui ont amené le parrainage. C'est suite à un dialogue national. Et on a montré au niveau donc du dialogue national la pertinence
de pouvoir réduire suffisamment les candidatures donc fantaisistes. Et on a retenu dans la décision, dans la déclaration finale des 11-12 octobre 2019 qu'il faut le parrainage au niveau des députés et au niveau des maires. Vous vous rappelez quand même qu'en 2019, on n'a pas encore fait l'élection des maires quand la loi était déjà en vigueur pour dire bon, donc on ne sait même pas ceux qui vont venir, mais on a dit à mais que il faut que le parrainage soit au niveau donc de ces élus-là. Pourquoi? Parce que ces élus-là constituent, comme je vous l'ai dit, surtout les députés, c'est à eux que le peuple a confié la souveraineté de représentation. Donc c'est comme ça. Dans la loi 2019-43, il est prévu que désormais, pour aller aux élections présidentielles dans notre pays, il faut un duo de candidats. Un duo de candidats. Le président et le vice-président. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez pas aller déposer votre dossier en tant que président à part et que le vice-président vienne déposer à part. C'est un duo de candidats. Et on a dit, le parrainage, c'est les 10% du collectif des députés maires. Nous avons 83 députés, nous avons 77 maires, ça fait 160. Donc les 10%, ça fait 16. Ça veut dire que la loi, quand vous prenez cette loi aujourd'hui, le code électoral, qui dit, dans le livre 4, qui dit, comment faut-il parrainer le duo candidat? C'est ce qui est écrit. Mais aujourd'hui, les gens ont commencé par interpréter pour dire que c'est le vice-président qui aura 15 et 16 et le président aura 16. Ce n'est pas vrai. C'est le duo candidat qui doit avoir les 16 et les 10% pour être valable. Mais ça, là, on a compris. Parce qu'à tout prix, il faut qu'on puisse ramener, qu'on dise que, au Bénin, c'est le duo seul Patrice Talon et Talata qui vont aux élections pour ne pas crédibiliser l'élection du 11 avril. C'est ça, les manigances de la politique politicienne. Parce que chacun veut comprendre à sa manière. C'est faux. Le parrainage est destiné pour les deux, le duo, qui constitue un pool de candidats de 2 personnes. Donc c'est les 16. Il ne faudrait pas qu'on vienne nous dire ici que non, le président doit avoir 16, le vice-président doit avoir 15. Ce n'est pas vrai. On ne peut pas prendre un article et dire que c'est ça là. Il faut partir tout. Parce que c'est un livre. Et on a dit conditions pour le duo candidat. Et nulle part, il n'est dit que le parrainage personnel, il n'est dit nulle part dans l'article, il n'est pas dit que il faut le parrainage personnel. Donc je ne crois pas que ça là. Maintenant, pourquoi aujourd'hui il y a une question que je vais vous poser, chers amis, et que moi je souhaiterais qu'on pose à nos camarades qui veulent tromper le peuple. Les lois précitées, la loi 2019-43, parle de parrainage. La même loi parle du duo. La même loi parle de la caution de 50 millions qu'il faut verser. Cette loi-là qui parle de ça. Nos camarades en face sont allés déposer les dossiers en duo. Moi, je voudrais que vous leur posiez la question. Et je veux que le peuple comprenne. S'ils sont déjà allés déposer les dossiers en duo, ça veut dire qu'ils ont accepté la loi. Ça veut dire qu'ils ont validé la loi. Puisqu'il n'y avait pas une autre loi qui parlait de duo. C'est la loi qu'ils disent qu'ils ne sont pas d'accord là. C'est la loi là qui a parlé de duo. Posez-leur alors la question, pourquoi ils sont allés déposer leur candidature en duo?
C'est parce qu'ils ont accepté la loi qu'ils l'ont fait. Deuxième chose, pourquoi ils n'ont pas payé 250 millions, ils ont payé 50 millions de caution? C'est la même loi qui dit ça. Mais la loi qui parle de parrainage, là, c'est la même loi. Donc, chers camarades, ce qu'il faut comprendre, ça veut dire que l'opposition est de mauvaise foi. Pourquoi? Comment une loi entière, qui a des différents articles, l'opposition, particulièrement les démocrates, ils choisissent des articles qu'ils veulent, qu'ils disent, bon, cet article-là dans la loi, c'est bon, moi j'applique. Ah, je fais Dieu là, ça là c'est bon. Ah, cet article-là, ah, c'est bon, parce qu'il parle de, il réduit la caution de 250 à 50 millions. Ça là, j'accepte. Ah, non, parrainage, là, je n'accepte pas. Quel est ce comportement? C'est à vous de juger. Une loi entière qui est en vigueur dans notre pays, et on pense qu'on veut aller effectivement aux élections, et qu'on choisit des articles qu'on veut, qu'on applique, qu'on laisse les autres, ça veut dire que leur intention, ce n'est pas d'aller aux élections. Il n'y a pas de choses. Parce que nous connaissons, ce n'est pas des gens, c'est des gens très intelligents. Comment on va dire, moi je choisis ça là, je ne choisis pas cet article, alors que c'est dans la même loi que c'est dit. Ils n'ont qu'à dire au peuple pourquoi ils ont fait le duo, pourquoi ils ont payé 50 millions. Et au même moment, on dit que non, c'est les députés nommés, ce n'est pas les députés élus. Mais la constitution de notre pays, dans l'article pour réviser la constitution de notre pays, il est dit clairement que c'est l'Assemblée nationale ou le référendum. Mais il n'est dit nulle part dans notre constitution là que l'Assemblée doit être constituée de mouvanciers et d'opposants. Mais il est dit dans notre règlement intérieur la notion de majorité et de minorité pour constituer l'Assemblée nationale de notre pays. Et la majorité aujourd'hui, c'est l'UP, parce qu'ils ont 46 députés. Et la minorité, c'est le BR, parce qu'on a 37. C'est ça. Notre règlement constitue donc un arsenal juridique constitutionnel. Donc c'est ce qui est. C'est le concept de minorité et de majorité. Il n'est écrit nulle part que pour qu'une assemblée puisse jouer son rôle, ses prérogatives, il faut nécessairement que les mouvances et oppositions. Ce n'est pas dit. Donc, chers camarades, je crois que c'est en voulant distraire le peuple, parce que ce n'est pas leur objectif. Leur objectif, vous avez, ils ont compris finalement, la réforme qu'on pensait que ça n'allait pas prendre. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est le président Talon même qui a provoqué ça. Le président Talon, ce qu'on n'a jamais vu, il s'est permis de passer dans toutes les 77 communes de notre pays. Et les gens l'ont reçu avec les ferveurs. Nos amis ont pris peur, ils ont déjà compris. Où est-ce qu'on va? Donc 5 ans de plus, c'est un problème. Ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est qu'on dise que les gens se mettent dans la rue. Que les gens se mettent dans la rue, mes chers compatriotes. Nous nous rappelons, ce n'est pas d'ici là, en 2019, le 1er et le 2 mai 2019. Personne n'a oublié. On ne veut plus ça dans notre pays. Si l'opposition est forte comme ça, il veut prendre le pouvoir, ils n'ont qu'à passer par les urnes. Ils n'ont qu'à venir. Et le 11 avril, on finit. Ils ont gagné, ils prennent le pouvoir. Nous, on va aller s'asseoir. Mais dire qu'on doit encore mettre les pauvres citoyens, manipuler les pauvres citoyens pour entrer dans la rue, et après on va fuir pour aller rester ailleurs, ça là, ce n'est plus possible. Les Bénins ont déjà compris. Les Bénins ont compris qu'aujourd'hui, là, on n'a plus besoin donc de s'agiter, de se faire manipuler inutilement. Donc c'est pourquoi, comme ils ont compris ça, ce qui reste aujourd'hui, c'est de distraire,
de mentir et de créer la confusion dans la tête de nos compatriotes. Non. Le parrainage, on fait croire que le parrainage, un parti digne de nom de démocrate, qui a pu réunir toutes les conditions, le jour de dépôt, le jour qu'ils ont déposé leur candidature, le jeudi 4, le président de ce parti, que vous connaissez bien, le collègue en la personne d'Éric Koundété, a dit en face du monde que les autres n'ont pas besoin du parrainage. Vous n'avez pas entendu ça, les journalistes? Ceux qui se disent qu'ils sont démocrates, qui disent on refuse d'appliquer la loi. Ce n'est pas contraire au concept de la démocratie. Nous on ne veut pas. Quand quelqu'un dit que nous ne voulons pas du parrainage, et on vient mentir au peuple pour dire que non, Talon a confisqué, a bloqué, et on a tout fait, on n'a pas pu. Mais vous avez dit que vous ne voulez pas. Et vous dites au peuple qu'on a bloqué. On a bloqué quoi? Moi, personnellement, que vous voyez ici, là, les dirigeants de démocrates, là, ce sont mes collègues. Ce sont nos collègues. Ce n'est pas nos ennemis. Ce n'est pas ce que vous pensez là. Si vous voulez maintenant tout de suite, là, j'appelle Eric, il va prendre. Si je veux tout de suite, là, j'appelle la Tchad, il va prendre. C'est les grands dirigeants des démocrates. Demandez-les si moi-même, personnellement, je n'ai pas parlé avec les deux. J'ai parlé avec eux pour dire que nous sommes disposés à discuter pour que vous ayez le parrainage. Même le mercredi 3, j'ai parlé avec le collègue Tchadé qui a promis que c'est le dernier jour là qu'ils vont régler le problème donc de candidature chez eux. Que dès qu'ils vont finir, il va me revenir. Mais comme il est allé en réunion et là-bas, ce n'est pas lui qui a choisi ni Eric, et on a choisi. Ils ont fini de choisir et ils ont pris la décision de ne pas demander le parrainage. Il ne m'a plus rappelé. C'est à la télé que je l'ai vu à la Sénat. Je l'ai rappelé, moi. Je l'ai rappelé pour dire, mais attendez, est-ce que c'est comme ça qu'on fait? Tu ne croyais pas que j'étais franc de te dire que nous sommes prêts à vous parrainer? Mais on vient dire au peuple que non, il n'y a pas le parrainage. On a confisqué quoi? Nous sommes tous que vous voyez là, ici, là. On est élus en tant que député sur la liste d'un parti politique. Mais le parrainage est individuel. Mais ce n'est pas parce que le parrainage est individuel que le parti, sur la liste laquelle nous sommes allés, le parti peut donner des orientations. Et quelle orientation le parti nous a donné? Le parti nous a donné l'orientation pour dire, écoutez, vous devez faire en sorte que les élections qui viennent là, pour que notre élection soit crédible en face du monde, diversifier le parrainage pour qu'on n'ait pas seulement le seul candidat Talon. Si on a le seul candidat Talon, ça veut dire qu'on n'est pas sérieux. C'est les orientations que le parti nous a données. Ce n'est pas un tabou, ça. C'est ce qu'on nous a dit. Et c'est sur la base de ça que nous attendons que les candidatures peuvent se prononcer. Mais les démocrates parlent comme si... Donc nous qui sommes les parrains là, c'est à nous de leur apporter le parrainage. Mais c'est toi qui es candidat, qui décide donc de conduire la destinée d'un pays. Et vous ne venez pas vous montrer ce que vous voulez faire. Comment vous voulez que nous on se lève, vous dit bon, donc venez prendre le parrainage. C'est ceux-là qui sont venus vers nous. Aujourd'hui, on est fiers. La FCBE, c'est un parti d'opposition, non? Mais le crime, parce qu'ils ont accepté aujourd'hui là, ils sont devenus des traites pour les démocrates. Vous avez entendu leur déclaration, non? Ils étaient tous ensemble hier. Mais parce qu'eux autres ont compris que notre pays doit évoluer, on ne doit pas aller dans le désordre, ils sont devenus le troisième parti de Talon. C'est où on va là. Donc, chers camarades, voilà pour les positions
que nous voudrions partager avec vous ce matin sur la question du parrainage, sur la question donc de mandat prolongé. Donc, pour finir, vous devez vous poser la question. On a donné 1 an pour allier les mandats. On a donné 1 an au maire. Cela ne préoccupe pas. On a diminué le mandat des députés d'1 an. Cela ne préoccupe pas. Mais on pense que donc, le fait de dire que le nouveau chef de l'État qui sera élu va prendre fonction le 4e dimanche du mois de mai et que le président qui est là en exercice, c'est en ce temps-là qu'il va passer service, c'est ça qui est le problème. C'est des faux arguments. D'autant plus que la loi a prévu ça dans sa disposition transitoire et que la nouvelle constitution existe, il n'y a pas de vide juridique. Si quelqu'un vous le dit, c'est de mauvaise foi. C'est la politique, ça. Et je veux que notre peuple comprenne que nous avons pris toutes les dispositions et nous sommes dans la bonne ligne, dans la droite ligne, et que notre pays, on invite les concitoyens de savoir que nous ne devons plus reculer parce que les gens nous envient. Le pays est en train de progresser et progressera plus que ça. Je vous remercie.